On a tous une histoire de famille, mais la plus fascinante n'est pas forcément dans les vieux albums photos. Elle est souvent cachée, inscrite au plus profond de nous, dans notre ADN. Et si on pouvait apprendre à la lire? Alors voilà la question qui va nous guider. C'est un peu notre fil rouge. Est-ce que le passé génétique d'une famille peut vraiment nous donner des indices, des clés, sur ce qui l'attend? Bon, alors voilà notre affaire. Notre énigme du jour. Au premier coup d'œil, ça ressemble à un gribouillis, à un enchevêtrement de lignes, de cercles, de carrés. On pourrait croire que c'est le chaos total. Mais en fait, pas du tout. C'est un langage. C'est un code qui raconte l'histoire génétique d'une famille et il n'attend qu'une chose, qu'on le déchiffre. Ok, pour s'attaquer à ce genre d'énigme, on ne peut pas y aller les mains dans les poches. Il nous faut une boîte à outils en quelque sorte. Quelques concepts de base sont absolument essentiels pour pouvoir commencer à mener l'enquête. Alors, commençons par la base de la base. Le gène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut l'imaginer comme une seule instruction, une ligne dans un immense livre de recettes. Et cette instruction, elle va coder pour quelque chose de très précis, comme la couleur des yeux, le groupe sanguin, ce genre de choses. Ok, ça se complique un tout petit peu. Un même gène peut exister en plusieurs versions. C'est ce qu'on appelle les allèles. Pour garder notre analogie de la cuisine, si le gène, c'est la recette du gâteau au chocolat, eh bien les allèles seraient les différentes variantes possibles. Vous voyez? Gâteau au chocolat noir, gâteau au chocolat au lait. La base est la même, mais il y a une petite variation qui change le résultat. Et ça nous amène à une distinction qui est vraiment importante. D'un côté, on a le génotype. Ça, c'est la recette complète telle qu'elle est écrite dans le livre de cuisine génétique. Et de l'autre, on a le phénotype. Ça, c'est le résultat concret, le gâteau qu'on a finalement préparé. C'est ce qu'on peut observer. En gros, l'un, c'est le plan, l'autre, c'est la construction. Et l'outil principal de notre détective génétique, eh bien, c'est ça. L'arbre généalogique. C'est notre carte au trésor, si on veut. C'est ce qui va nous permettre de suivre à la trace un caractère particulier ou une maladie à travers les générations. Bon, pour lire cette carte, il faut juste connaître quelques symboles de base. C'est super simple en fait. Un carré, c'est un homme. Un cercle, c'est une femme. Si le symbole est colorié, ça veut dire que la personne est affectée par le trait qu'on étudie. Et si on voit une barre qui traverse le symbole, ça signifie que la personne est décédée. Voilà, c'est le b.a.-ba. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a les outils en main, on peut commencer l'enquête. On va chercher notre premier grand indice, un type de transmission qui, quand on sait quoi regarder, saute littéralement aux yeux. La toute première question qu'un détective génétique se pose en regardant un arbre, c'est celle-ci. Est-ce que le trait en question apparaît à chaque génération, sans exception? C'est la clé de tout. Regardons cet arbre de plus près. Génération 1, on a quelqu'un d'affecté. Génération 2, pareil. Génération 3, encore. Le trait ne saute aucune génération. Il est toujours là. Ça, c'est la signature, la marque de fabrique d'un allèle qu'on appelle dominant. C'est le cas par exemple pour la maladie de Huntington. Ce qu'il faut bien comprendre avec un trait dominant, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de porteur sain qui se balade sans le savoir. Si un individu possède l'allèle, il exprime le trait. Point. C'est aussi simple que ça. Et c'est justement pour ça qu'on le retrouve à chaque génération et que toute personne affectée a forcément au moins un de ses parents qui l'est aussi. Ok, passons maintenant à un cas de figure un peu plus subtil. Un mode de transmission plus discret, un peu comme un indice qui se cache. Parce que se passe-t-il quand un trait semble sortir de nulle part? Imaginez, deux parents qui n'ont rien et qui ont un enfant affecté. Ça paraît impossible, non? On dirait presque de la magie. Alors, la clé de ce mystère, c'est ce qu'on appelle un allèle récessif. C'est là qu'intervient le concept fascinant de porteur. Les deux parents, ici, ne sont pas malades, mais ils sont porteurs chacun d'une copie cachée de l'allèle responsable. C'est le cas typique de la mucoviscidose, par exemple. Et pour que l'enfant soit affecté, il faut la malchance qu'il hérite de la copie cachée de son père et de celle de sa mère. Donc la règle d'or à retenir, c'est le saut de génération. Si on voit un trait qui disparaît pendant une ou plusieurs générations pour ensuite réapparaître, alors là, le premier réflexe, c'est de penser récessif. C'est la signature des gènes qui savent se faire discrets. Jusqu'à maintenant, que ce soit dominant ou récessif, les règles du jeu étaient les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a une exception, un cas où le sexe de la personne change absolument tout. Regardons ces deux schémas. À gauche, un cas classique, on voit des hommes et des femmes touchés à peu près de la même manière. Maintenant, regardez à droite. C'est flagrant, non? Le trait touche presque uniquement les hommes. Ça, c'est le signal d'alarme qui doit faire penser à une transmission liée au chromosome X. Les exemples les plus connus, c'est bien sûr le daltonisme et l'hémophilie. Mais alors, pourquoi cette différence? C'est une question de chromosomes. Les femmes sont XX, elles ont 2 chromosomes X. Les hommes sont XY, ils n'ont qu'un seul X. Du coup, pour tous les gènes qui se trouvent sur ce chromosome X, les hommes n'ont pas de roue de secours, ils sont ce qu'on appelle hémizygotes. Ça veut dire que s'ils ont un allèle récessif sur leur unique chromosome X, eh bien il n'y a pas un deuxième X pour le masquer. L'allèle s'exprime, c'est obligé. Ok,
Faisons le point. On a nos 3 grands suspects, dominant, récessif et lié à l'X. En combinant la connaissance de ces 3 modes de transmission, on a maintenant les clés pour commencer à déchiffrer la grande majorité des arbres généalogiques et à comprendre l'histoire qu'ils nous racontent. Voilà un petit aide-mémoire, une sorte de cheat sheet du détective. C'est très simple. On voit le trait à chaque génération, on pense dominant. Le trait saute des générations, on pense récessif. Il touche surtout les hommes, on pense lié à l'X. C'est vraiment la grille de lecture de base pour toute analyse. Mais au final, pourquoi tout ça est si important? Ce n'est pas juste un jeu de pistes intellectuelles, loin de là. Ça a des applications extrêmement concrètes. C'est ce que font les conseillers en génétique tous les jours. Ils utilisent ces arbres pour aider les familles à comprendre leur histoire, à évaluer des risques pour leur santé et à prendre des décisions informées. On a donc réussi à décoder l'histoire cachée de cette famille. Mais ce qui est fascinant, c'est de se dire que chaque famille a sa propre carte, son propre récit crypté dans ses gènes. Ça laisse avec une question assez vertigineuse, non? Quelle histoire génétique se cache dans chaque famille? Et si notre futur y était déjà en partie inscrit?